Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maroc d'ombre et de mystère. Avant de commencer, un mot. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas une histoire de crime. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de procès. Et pourtant, il y a une victime. Un homme à qui on a pris quelque chose qu'on ne rend jamais. Le droit d'être regardé comme un être humain. Alors je vous demande de garder ça en tête jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud du Maroc, la vallée du Dadès près de Skoura, à l'est de Ouarzazate. Une terre de pierre et de palmeraies, traversée par le vent, par le silence et par la distance. On l'appelle parfois la vallée des mille casbahs. C'est un endroit où l'on peut vivre longtemps sans être vu de personne sauf de ses voisins. Et c'est là, au début du XXe siècle, qu'un homme vivait. Un homme que les gens du coin connaissaient déjà. Ils savaient où il dormait, ce qu'il mangeait, comment il se tenait à l'écart. Pour eux, c'était pas une énigme, c'était Azzo. Jusqu'au jour où d'autres yeux se sont posés sur lui. Et tout a changé. Je m'appelle Rimbourg Semi et je vous invite à découvrir l'histoire d'un homme qu'on a sorti de sa vallée pour en faire une preuve. La preuve, croit-on, que le passé de l'humanité respirait encore là, dans une grotte marocaine. On l'appelait le dernier néandertalien. On l'a mesuré, photographié, comparé, exposé. Tout sauf l'écouter. Voici l'histoire de Azzo Basso. Nous sommes en 1931. Le Maroc est alors sous protectorat français depuis bientôt 20 ans. Et la presse, d'abord marocaine puis européenne, s'empare d'une rumeur venue du sud. On raconte qu'au fond de la vallée du Dadès vit un homme pas comme les autres. Il habiterait une grotte, il ne porterait pas de vêtements, il mangerait sa viande crue et ne saurait pas faire de feu, ne se servirait que de bâtons et de pierres. On dit qu'il ne parle presque pas. Quelques sons à peine, quelques mots qu'on a du mal à comprendre. Et puis il y a son apparence. On le décrit avec un front bas et fuyant, une mâchoire lourde, un grand nez, de longs bras, des traits que les journaux de l'époque s'empressent de qualifier de primitifs. Je vais m'arrêter une seconde sur un détail qui dit presque tout. Sur la plupart des photos qui vont circuler, Azou porte des haillons. Mais ces haillons, il ne les portait pas d'habitude. On les lui a mis le temps de la photo pour l'habiller juste assez, et une fois l'image prise, on les lui retirait. Pensez à ce que ça veut dire quand même. Avant même de se demander qui était cet homme, on a commencé par le costumer. On a arrangé le décor, on a préparé le personnage, la mise en scène a précédé la question. Parce que la vérité, c'est que pour les habitants de la vallée, Azou n'avait rien d'un mystère. Avant d'être une légende, il était un voisin, un homme inscrit dans un territoire, dans des habitudes, dans une survie quotidienne, difficile, isolée, mais une vie d'homme. Et le problème, c'est pas qu'on l'ait remarqué, c'est ce qu'on a décidé de voir. Pour comprendre ce qui va arriver à Zobasso, il faut comprendre une obsession de l'époque. Au début du XXe siècle, la science cherche partout le fameux chaînon manquant. Cet ancêtre qui ne serait plus tout à fait un animal, mais pas encore tout à fait un homme moderne. Le maillon entre les deux. On fouille les grottes d'Europe, on exhume des crânes, on imagine à quoi pourrait ressembler l'homme de Néandertal. Et dans les livres, on le dessine. Front fuyant, mâchoire massive, arcade épaisse. Vous voyez où je veux en venir. Quand un homme comme Azzo apparaît dans le champ de vision européen, différent des canons du corps qu'on attendait, il ne devient pas un cas médical à examiner avec prudence. Il devient un écran sur lequel on projette exactement le fantasme qu'on cherchait. On ne le regarde pas pour ce qu'il est, on le regarde pour ce qu'il pourrait prouver. Et il faut nommer ce regard. Nous sommes en plein protectorat. Le regard colonial est partout, et il y a une manière bien à lui de fonctionner. Il trie les corps, il les classe, il décide qui est moderne et qui appartient au passé. Le Maroc, dans cet imaginaire, c'est une terre où le temps se serait arrêté, un endroit où le primitif, entre guillemets, pourrait justement avoir survécu. Azou ne tombe pas dans ce récit par hasard. Le récit l'attendait. Pendant des années, il est une vedette de la presse locale, une curiosité pour les voyageurs de passage. On vient le voir comme on irait voir un site. Et puis en 1956, 2 Français s'intéressent vraiment à lui.
Le premier s'appelle Jean Boulet. On le présente comme un écrivain venu étudier le cas. Mais Jean Boulet, ce n'est pas un anthropologue ni un médecin. C'est un dessinateur, un illustrateur et surtout un grand amateur de cinéma fantastique et d'horreur. Un homme qui passait ses nuits à programmer des films de monstres et qui a fondé un club d'admirateurs de l'auteur de Dracula. Voilà l'homme qui descend dans la vallée du Dadès pour, entre guillemets, observer Zobasso. Un homme dont le regard était déjà façonné, déjà accordé au surnaturel et à la créature. Il retrouve Zo encore vivant et il le photographie. Le second s'appelle Marcel Homais, un ethnologue français qui a passé sa vie à courir le monde à la recherche de civilisations disparues, de mystères enfouis, de mondes perdus. Lui aussi possédera des photos d'Azo. Deux hommes, deux regards déjà tournés vers l'extraordinaire. Et aucun des deux ne descend dans cette vallée en se demandant simplement « Mais qui est-il » D'après sa sensation, elle n'attend pas. On compare le crâne de Zo à des restes de néandertaliens, on crie à la ressemblance et le titre tombe et il fait le tour du monde. Le chaînon manquant est vivant. Le dernier néandertalien respire encore quelque part au Maroc. À ce moment-là, Zobasso cesse d'exister comme une personne. Son corps n'est plus un corps, c'est une hypothèse. Sa tête n'est plus une tête, c'est une pièce à conviction. Il entre dans la vallée comme un homme et il en ressort comme une thèse. Zo est mort à l'âge de 60 ans. On ne connaît même pas sa date de naissance avec certitude. Comme souvent, on a documenté son apparence dans les moindres détails, mais pas sa vie. Dans les années 70, une expédition repart sur ses traces. Un groupe d'amateurs de préhistoire mené par un Italien, Mario Zano, redescend dans le sud marocain pour retrouver, entre guillemets, l'homme préhistorique. Ils arrivent jusqu'à l'oasis de Sidi Fellah, et là, le chef de la tribu leur apprend la nouvelle. Zo est mort, enterré. L'homme thèse leur a échappé. Il n'y a plus rien à mesurer. Mais c'est après sa mort que la légende commence vraiment à se défaire. Parce qu'on retrouve dans la même famille d'autres personnes qui présentent les mêmes traits, des traits semblables aux siens. Un crâne de forme particulière, un front étroit, des membres longs, des difficultés intellectuelles. Et c'est là que tout s'effondre, parce que ces gens-là ne sont pas des survivants d'une humanité disparue. Ce sont des membres d'une famille bien moderne. Ce qu'ils ont en commun n'est pas préhistorique, mais médical. L'explication qui revient le plus souvent aujourd'hui, c'est la microcéphalie, une condition qui affecte le développement du cerveau et du crâne et qui peut entraîner une tête plus petite, des particularités physiques, des difficultés cognitives. Une condition qui existe encore partout et qui n'a rien à voir avec Néandertal. Alors je tiens à être honnête avec vous, comme d'habitude, personne n'a jamais étudié le corps de Zo. La microcéphalie reste l'hypothèse la plus solide et pas du tout un diagnostic posé. Mais une chose est sûre, et c'est celle-là qui compte. Zobasso n'était pas un homme préhistorique, c'était un homme de son siècle. Un homme vivant avec une différence du corps et de l'esprit, dans un isolement extrême, sans soins, sans protection, sans personne pour porter sa voix. Et vous remarquerez que cette vérité-là ne supprime pas le mystère, elle le déplace. La question n'est plus « était-il un néandertalien ?» La question devient « comment a-t-on pu transformer un homme vulnérable en spectacle ?» Alors vous l'avez compris, dans cette histoire, le mystère n'est pas biologique, il est dans le regard. Qui regarde? Qui décrit? Qui décide ce qui est normal et ce qui ne l'est pas? Qui a intérêt à transformer un homme en légende? Zobasso n'a jamais choisi la façon dont le monde allait parler de lui. Il n'a pas choisi d'être habillé pour une photo, puis déshabillé aussitôt. Il n'a pas choisi d'incarner, pour des étrangers, un fantasme sur l'origine de l'homme. Tout ça, on l'a décidé pour lui, loin de lui. Dans les journaux, dans les salons, dans les livres qu'il n'a jamais lus. Et c'est peut-être ça le cœur de cette histoire. Pendant tout le XXe siècle, le Maroc a été regardé par l'étranger comme une terre figée dans le passé, un décor, un musée à ciel ouvert où l'on venait chercher l'exotique, l'ancien, le primitif. Zobasso, c'est ce regard porté à l'extrême. C'est ce qui arrive quand on décide qu'un peuple ou qu'un homme appartient au passé. On cesse de le voir vivre au présent. Alors, ce qui me reste à moi dans cette histoire, c'est pas les comparaisons des crânes, c'est pas la question de savoir s'il ressemble ou non à un néandertalien, mais c'est une image très simple d'un homme dans une vallée
et dans son silence. Un homme dont la différence a été lue comme une énigme au lieu d'être comprise comme une vie. Pendant que le monde cherchait un ancêtre, il y a peut-être seulement ça, un homme, et personne pour le regarder comme tel. Alors la prochaine fois qu'on vous présente quelqu'un comme une curiosité, comme un cas, comme une bête de foire, où que ce soit, aujourd'hui encore, posez-vous la question qu'on n'a pas posée pour Azzou. Pas qu'est-ce que c'est, mais qui est-ce? Tâchez de ne pas l'oublier, qu'il y a un être humain derrière la curiosité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maroc d'ombre et de mystère. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les mystères les plus sombres du Maroc. Prenez soin de vous et prenez soin de votre regard.